Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Le podcast change de nom, c'est maintenant Actif ou Passif et j'ai besoin de toi. J'hésite entre deux visuels très différents pour la nouvelle couverture du podcast. Tu sais, l'image que tu as sous les yeux à chaque épisode. Prends 10 secondes, regarde les deux ébauches et dis-moi laquelle tu préfères. Va sur actifoupacif.com/visuel. On est tout bon ? Tout le monde il a fait pipi ? Trop bien. Bonjour et bienvenue dans la partie 2 de ce cercle de parole enregistré à Paris. Ouais. Je suis avec 30 auditeurs et Thibault Lambert, l'auteur du livre Ce que Grindr a fait de nous aux éditions Lattès. Recoucou. Salut Guillaume. Et ensemble, on répond à la question ce que je veux faire de Grindr, ou sans d'ailleurs. Merci bien sûr au bar Merci Marcha qui nous accueille en ce samedi après-midi. Bon, je le dis une dernière fois, pour ceux qui veulent venir au prochain live ou d'ailleurs à des rencontres entre auditeurs, où là, il n'y a pas d'enregistrement du coup, quelque part, c'est un peu des anti-Grindr, hein. Je dis ça, je dis rien. Pour rencontrer des jolis hommes gays ou queer, il faut aller sur le site. Point final, l'affaire est faite. C'est la deuxième partie et moi, j'avais envie qu'on commence avec Aurel, dont bien sûr, j'ai égaré le post-it. Super, absolument génial. Ah oui, tu fais partie, Aurel, des gagnants de Grindr. Comme on a défini dans la première partie qu'il y avait des gagnants et des perdants. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Alors, je ne sais pas si je peux dire si je suis un gagnant de Grindr, parce que je ne l'utilise pas forcément comme, je pense, beaucoup d'utilisateurs l'utilisent. Mais, tu l'utilises comment ? Nous, parce que avec mon mari, on l'utilise un peu en compte joint. Ouais. Mais on l'utilise souvent quand on part en voyage. Donc, c'est plutôt un guide du routard pour nous, Grindr, que pour rencontrer des plans cul. Donc guide du routard, ça veut dire tu demandes des plans. En fait, je demande des plans touristes. Voilà, c'est ça, plutôt plans touristiques, mais sur la communauté gay. Donc où est-ce qu'on peut sortir, qu'est-ce que vous me conseillez, où sortir, où aller, des petits tips qu'on pourrait avoir sur les lieux où on est. J'ai très mauvaise conscience parce que moi, les rares fois où on me demande, j'ai la flemme de répondre. Mais il y a des gens qui te répondent, toi. Alors moi, je le mets dans le descriptif, dans la bio. Enfin, dans ce que donc je dis, on est en vacances, on est là pour visiter la ville ou le pays. Et quels sont les conseils que vous pouvez nous donner ? Et des gens spontanément viennent nous parler. Et souvent, ça nous arrive après de voir ces gens-là en... On est d'accord que quand ils te donnent l'info de va à la Tour Eiffel, ils ont aussi envie de gratouiller. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ok. Faut reconnaître. Et donc, toi, tu t'identifies gagnant, perdant, ça te parle pas trop. Si, quand tu l'utilises, l'application, tu ressens cette dynamique, ce qu'on s'est dit en première partie. Je pense que je suis un gagnant dans l'application, mais pourquoi Pourquoi je me sens pas perdant, donc je me dis que je dois être gagnant. Tu te fais pas insulter, on te répond, toi, à tes messages ? Alors, c'est extrêmement rare que c'est moi qui fasse le premier pas. En général, on vient on me sollicite. Ah ça sent le gagnant quand même. Hein. Tout le monde a l'air d'accord avec moi. En fait, vu que je l'utilise pas pour faire du plan cul, en tout cas dans l'utilisation, je pose une question à la communauté, et ils me répondent. Donc c'est eux qui viennent me solliciter. Enfin, ils me répondent à ma question que j'ai mis sur ma bio. Il y a quel type de photos ? C'est des photos de couple ou classiques. On voit nos visages. Torse nu ? Non. Ok. Et vous indiquez actif, passif ou des informations ? Tout est indiqué. Tout est indiqué avec des petites étiquettes. Là maintenant, il y a des labels. On peut mettre des petits mots clés et tout. Vous indiquez des trucs ? Je sais pas. Ouais. En fait, j'ai fait le profil il y a peut-être 10-15 ans, donc j'ai pas dû modifier grand-chose là-dessus. Okay. Donc, tes photos datent d'il y a 10-15 ans ? Non, les photos sont actualisées quand même. Je sais pas... C'est ça. Et donc toi, en fait, quand les gens sont sympathiques et répondent à ta demande touristique,
tu dis qu'ils sont vraiment généreux. Non, mais parce que c'est intéressant, parce qu'on n'a jamais parlé de générosité sur Grindr jusqu'à présent. Alors, je ne dis pas qu'ils sont généreux, mais en tout cas, j'imagine qu'ils se disent peut-être une phrase d'accroche pour peut-être après avoir eux leur... mais après, pourquoi pas, hein, on n'est pas fermé à avoir des rencontres sympathiques, mais c'est pas notre... Le prime abord, on n'utilise pas Grindr pour ça. Ouais, pendant que tu passes le micro à Mustapha, pour moi, on se pose la question ce que j'ai envie de faire de Grindr. Pour moi, il y a un truc très puissant à reconnaître où est-ce que je me situe parmi les gagnants et les perdants. Parce que du coup, en fait, on est tous responsables de ce produit. Parce qu'en fait, si tout le monde, je suis désolé, c'est un peu utopique, hein, c'est le moment bisounours, mais si tout le monde change son comportement sur ce produit, si le script technique le permet, mais en fait, on aura une expérience différente, quoi. Et donc, le moment où je comprends que moi, je suis un gagnant et que quand je dis, flemme de répondre aux messages, si je suis pas intéressé, c'est une réponse. Enfin, pas de réponse, c'est une réponse. Enfin, voilà. Mustapha, coucou. Toi, tu disais... c'est pas vraiment ce que tu as marqué sur ton post-it. Tu pourras dire ce que tu as marqué sur ton post-it, mais moi, j'ai surtout envie de... Tu m'as dit à la pause que toi, tu as rencontré un joli garçon avec qui même tu es en couple. Je sais pas si tu es amoureux. Oui, je suis actuellement en couple avec un garçon depuis 2 mois maintenant. Sur Scruff. On s'est rencontrés sur Scruff. Et donc, c'est une application concurrente. Et toi, tu étais sur Grindr et sur Scruff. Et tu as dit, Scruff, c'est vraiment génial par rapport à Grindr. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, juste pour... commencer un petit peu, pourquoi Scruff est beaucoup, dans mon cas, il est beaucoup mieux que Grindr, parce que principalement, je me situe un petit peu dans les clients de Scruff, disons, dans le sens où je suis poilu, je suis bear, ours, et voilà, donc... ça veut dire quoi pour toi, être bear, ours ? Être bear ours, c'est comme le slogan des ours de Paris, on est gros, on est pédé, on est des gros pédés, donc c'est un peu ça. C'est vraiment être un peu confortable dans son corps, avoir cette crépuscule ou cette morphologie qui ne correspond pas vraiment au standard d'être musclé et tout, mais vraiment avoir des rondeurs et donc voilà, d'être un peu différent, un peu le mec typique qu'on rencontre quand on va à l'entreprise, qui s'assoit devant son ordinateur, etc. Donc quelque part, c'est par rapport à la partie 1, on a parlé avec Thibaut des normes de la masculinité hégémonique qui exigent d'être à la fois fin et musclé. Toi, tu dis sur Grindr, tu n'avais pas la possibilité, enfin, tu étais agressé parce que ton corps est gros ? Sur Grindr, principalement, j'étais un peu perdant, mais le truc, c'est que, en fait, mon expérience sur Grindr, depuis le début, elle était un peu comme ça. Donc, parce que depuis le début, depuis que j'ai commencé à l'utiliser à 6 ans maintenant, j'étais toujours gros, j'étais toujours poilu, etc. Donc, en fait, mon expérience, j'ai jamais su ce que c'est vraiment l'expérience de quelqu'un qui est dans l'équipe des gagnants. Donc pour moi, c'était un peu ça mon expérience sur Grindr, de me faire un peu ghoster, de me faire un peu bloquer, de me dire des insultes, ah tu es trop gros pour moi, ah combien de kilos tu pèses, etc. Donc pour moi j'ai intériorisé dans mon expérience que en fait Grindr c'est un peu ça pour moi, jusqu'à ce que je commence à rencontrer des gens, j'écoute un peu du podcast, des expériences sur Grindr qui disent que voilà en fait on n'a pas la même expérience, il y a des gens qui ont souvent la possibilité de choisir ce qu'ils veulent faire comme acte sexuel, comme rapport. Toi, tu pouvais pas ? Alors, pour moi, c'est différent. Ça veut dire que on me met souvent dans une position de ah, tu es un nounours, donc on s'attend de toi quelque chose. Quoi ? Souvent, par exemple, les câlins, la tendresse, la sensualité, etc. Ce que j'aime bien, mais c'est juste que je peux aussi être kinky, je peux aussi faire des choses qui rentrent pas dans cette catégorie d'être un nounours câlinours, etc. Donc, Ok. Et c'est quoi la différence c'est quoi la différence avec ton expérience sur Scruff ? C'est quoi la différence que tu vois ? Simplement, tu as dit sur Scruff, il y a d'autres gros bears ours, et donc tu te fais moins agresser ? Sur Scruff, principalement, c'est déjà je me sens un peu
chez moi, mais genre je me sens un peu entouré par des personnes que je me dis ils ont peut-être la même expérience. Alors Scraf, c'est pour moi, il y a une autre application qui est vraiment pour les personnes chubby, je dirais growler, mais Les personnes chubby, ça veut dire Ah oui, c'est de l'anglais chubby. c'est beaucoup plus C'est potelé, chubby, non? En français, c'est quoi? c'est un peu plus Rond. Oui, rond, beaucoup plus avec plus de rondeur, etc. Pour moi, ces deux applis, ils me permettent déjà de se situer dans une grille où je vois que la majorité des personnes, ils sont un peu comme moi. Donc déjà, ça commence très bien dans le sens où, en fait, je suis pas quelqu'un, on met pas en avant ma différence morphologique avec les autres utilisateurs. Et ça, je trouve que c'est déjà très bien comme début parce que je sens que j'ai à peu près les mêmes chances que les autres d'avoir un peu des rapports sexuels que je veux. Alors c'est forcément, il n'y a pas les mêmes clients entre des guillemets, il n'y a pas les mêmes utilisateurs. Grindr, c'est beaucoup plus populaire que les autres applis, mais je trouve que être sur Scraf ou Growler, c'est vraiment Plus simple. c'est beaucoup plus simple pour cette catégorie de personnes. Merci. Merci Mustapha. Ce que tu dis, c'est très important et c'est très très révélateur de ce qu'a découvert le sociologue Anthony Fouet dans toute sa thèse sur les usages de Grindr, parce qu'il a quand même, lui, fait des longs entretiens avec 80 utilisateurs. Et justement, voilà, pour continuer un peu cette réflexion sur les gagnants et les perdants qu'on avait fait dans l'épisode 1, pour lui, il n'utilise pas le mot de perdant ou de gagnant, mais il dit voilà, il y a ceux qui dominent les usages parce qu'ils se rapprochent de la masculinité hégémonique. Et pourquoi c'est plutôt des gagnants sur l'appli? C'est parce que ce sont eux qui sont en mesure de définir les conditions dans lesquelles ils vont rencontrer les gens. C'est-à-dire que c'est eux qui ont le pouvoir de dire moi avec cette personne je vais faire ça et ce sera pas autrement. Et à l'inverse, les perdants c'est ceux qui finalement n'ont pas vraiment ce pouvoir-là parce que soit on leur prête un rôle sans leur demander, c'est-à-dire qu'on les range dans une catégorie, on les range sans juste à la vue de leurs quelques attributs, de leur présentation de profil, on les range dans un rôle sexuel. Donc en fait finalement être aussi un gagnant, c'est être dans une masculinité hégémonique qui permet d'être un peu passe-partout pour qu'on soit pas totalement non plus catégorisé, identifié tout de suite comme un domi, un actif, etc. Tu vois. Et en fait, justement, ce qui est très intéressant, c'est que toi, tu dis que quand tu es sur Grindr, tu fais l'expérience de te voir directement accolé à un rôle, un comportement, juste par finalement ta simple apparence physique, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment la dynamique qui est à l'œuvre sur Grindr, et c'est pour ça qu'il y a des fuites à partir d'un certain âge, par exemple sur d'autres applications comme Scruff, où disons que ce mécanisme-là, il est beaucoup moins fort. Et juste pour un petit peu continuer ce qu'on disait sur les gagnants, faut savoir que il y a aussi toute une question que je pose dans mon livre, que se posait déjà Anthony Fouet dans sa thèse, c'est les gagnants sont-ils vraiment des gagnants ? C'est-à-dire, finalement, moi j'ai interviewé dans mon livre un gagnant qui a vraiment tous les attraits d'un gagnant. Il est hyper violent avec les mecs, il les range dans un tableur Excel, enfin bon bref, voilà. Mais en fait, à la fin de la discussion, on se rend compte qu'il s'est rajeuni de 10 ans sur l'application. Il a menti. Il a menti sur son âge, parce qu'il avait 47 ans, sauf qu'il me disait, mais si j'ai 47 ans, je vais être un peu discriminé sur l'appli, quoi. Donc en fait, les gagnants sont eux aussi parfois, ou en tout cas ces mecs-là qui peuvent dominer les usages et avoir le pouvoir d'en profiter au maximum, sont aussi dans cette logique ils doivent se présenter sous un certain jour qui sont peut-être pas forcément la présentation d'eux-mêmes qu'ils souhaiteraient de base. La vérité aussi. Voilà, la vérité. Et peut-être qu'un des piliers pour toujours dans cette logique de qu'est-ce qu'on peut faire de Grindr, je pense qu'une des clés, mais elle est pas facile, c'est de ne pas trop construire son identité. C'est-à-dire que peut-être que on y gagnerait à tous être un peu plus soi. C'est-à-dire à ne pas chercher à endosser un certain rôle en vue d'une rencontre sexuelle. Ouais. Donc, mais ça amène aussi à se présenter autrement, et ça amène finalement à ce qu'on démonte ce qui nous paraît attrayant et ce qui nous donne envie de coucher avec quelqu'un. Toi, Mustapha, t'as trouvé l'amour sur une app de rencontre de l'enfer.
Donc, tu as l'impression d'avoir fait des choses en particulier que tu pourrais me conseiller en termes de choix de photos, en termes de ce qui a marqué sur ton profil. Tu as eu l'impression de jouer avec des éléments ? Alors, pour être un peu honnête, les photos que j'avais mis au moment de faire la rencontre avec mon copain, c'était vraiment des photos torse nu. Donc il y avait quand même le côté un peu show-off et de montrer un peu son corps, etc. Mais par contre, quand on discute, c'est là où les choses un peu s'éclaircissent. Ça veut dire qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut exactement, etc. Donc en fait, dans mon cas par exemple, je suis un peu ouvert à tout sur les applications. Ça veut dire je peux faire un plan rapide ou il y a un truc sur le moment, ou bien aussi je peux faire un date, etc. Ça dépend de ce que je sens à ce moment-là. Mais du coup avec mon copain, on s'est dit déjà la discussion ça a très bien commencé. On a commencé à parler un petit peu de politique, ce qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et tout. Donc, et ça tu l'avais indiqué sur ton profil ? Il y avait marqué des choses Il y avait marqué... Je te sens pas du tout à l'aise. non, pas du tout. Il y avait marqué quelques principes principes politiques dans lesquels je crois, et qui pourraient être un peu être controversés. Pour moi, c'était un peu un filtre pour filtrer un peu les gens. Genre, t'es à l'aise de dire ce que tu avais marqué ? Je suis à l'aise parce que je sais que si je tombe sur quelqu'un qui pense l'inverse, bah en fait même si vraiment il est beau et tout, je serai turn off. Donc t'as marqué quoi ? C'était juste par rapport à une situation actuelle dans le monde, parce que je suis militant en même temps, donc c'est... Et pourquoi tu veux pas nommer les choses ? Mais c'est marrant, mais c'est vachement intéressant, c'est parce que ton profil Scruff, il est public. Oui. Mais là, c'est plus compliqué de le mettre en mots. Te force pas, hein, si t'as pas envie, au fond. Non, je pense que c'est juste la question. Il a un petit peu, ça va sortir beaucoup du cadre du podcast, mais c'est vraiment une question politique qui est vraiment très tranchée. Ou pas, parce que moi, dans l'épisode précédent, je disais justement, dévoilons-nous et on agrippera les bonnes personnes. Est-ce que tu as l'impression qu'en ayant pris ce parti politique, ce positionnement politique et militant, ça a alpagué ton amoureux d'aujourd'hui ? Pour moi, c'était quand j'ai découvert que mon amoureux, c'est quelqu'un qui est communiste et qui pense un peu, enfin qui partage beaucoup de principes comme moi. C'était un coup de foudre direct. Bah voilà, donc du coup, on est au cœur du sujet. Oui, voilà. Du coup, dès qu'on a commencé à parler de ça, du coup, je me suis dit déjà, quand on va faire un date, sortir et tout, déjà on a parlé pendant des heures et des heures. Et on a parlé des choses tellement intéressantes et tout. Et pour moi, ça, c'était vraiment super intéressant et super important aussi. Et la phase du sexe après, c'est venu un peu spontané. Donc, il n'y avait pas de... Voilà. C'était un peu ça l'expérience. Super. Levez la main. Ouais, ben vas-y. Tu peux passer le micro à David, c'est ça ? Avant que David prenne la parole, David, c'est directement lié à ça ? Ouais. Eh ben vas-y alors. Oui, et ça me fait penser aussi, avant d'avoir Grindr, j'avais Gay Romeo. Et Gay Romeo, ça existait depuis l'ordinateur et avant les applications. Et ça permettait même de créer des communautés. Des groupes, tu veux dire ? Ça s'appelait des groupes, des communautés. C'était quoi ? C'était un endroit où on pouvait discuter, c'est ça, entre... Comme Facebook, un peu au début, on pouvait créer des groupes thématiques ou des villes, ou n'importe comment. Okay, ouais. Et c'était des profils beaucoup plus longs et avec des questions beaucoup plus intéressantes aussi sur plein de sujets. Et j'étais dans un pays où ça ne se connaissait pas trop. Et j'étais étonné quand je suis arrivé en France que ici, ça s'utilise pas trop. Et je vois justement que ça pourrait être une alternative, surtout parce que déjà c'est dans notre business model, c'est même engagé parce qu'ils essayent de faire aussi des trucs intéressants. Ça s'appelle Gay Romeo. Oui, Planet Romeo, Gay Romeo, okay, oui, ouais. Oui, c'est vrai que dans certains pays, c'est beaucoup plus populaire. En France, ça l'est pas trop. Oui, okay. et voilà, donc je pense qu'il faut aussi trouver un peu des alternatives à tout ça. Mais il y a mais je sais qu'il y a des gens ici qui se sont rencontrés sur Romeo.
d'ailleurs, qui me l'ont dit. Bon, et qui ont fait des trucs. Super. Levez la main, ceux qui sont sur Grindr ou une application et qui attendent que les personnes les contactent. C'est-à-dire, ils ont plutôt une utilisation passive, ils regardent des profils, mais ils démarchent peu. Ils envoient peu de messages. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, une minorité. Tous les autres, vous envoyez beaucoup de messages. C'est vous qui êtes très... Non. On est plutôt... Ok, qui sont les gens qui envoient plus de 10 messages quand ils sont en ligne? Bam, ils se font une petite session, ils envoient une dizaine de messages à des jolis profils. 1, 2, 3, 4. Ok. Et moi, je lève la main aussi. C'est mon deuxième pilier, les petits choux. Parce que j'ai décidé que... Alors, j'en discutais à la pause avec Thibaut. Moi, je ne suis pas coach et je n'ai pas du tout envie d'être donneur de leçons. Mais je trouve que quand on fait un podcast sur le sujet, j'ai envie de partager des éléments concrets. Soit on les défonce ensemble parce qu'en fait, c'est du Guillaume, c'est à côté de la plaque, ou bien c'est biaisé, tu vois. Moi, j'habite à Paris, je suis blanc, enfin, j'ai conscience de tout ça. Mais je trouve ça quand même un peu intéressant d'aller dans le sujet, quoi. Et donc, pour moi, Grindr, je disais dans l'épisode précédent, j'ai une stratégie très spécifique qui me permet de limiter la violence terrible de cette application qu'elle me fait sur ma santé mentale et de rencontrer des jolies personnes. J'ai dit la première à l'épisode précédent. La deuxième, c'est j'ai un usage proactif de l'application. Et donc, grâce notamment à ma thérapie et à un chemin intime, je me dis, en fait, je ne vais pas attendre que l'autre me fasse coucou. Et moi, je fais coucou à la terre entière que j'aime bien. Et j'aime vraiment beaucoup de personnes. Et si je suis sur ton profil et qu'en fait, je vois que je t'ai déjà fait coucou et que tu m'as jamais répondu, eh ben, je te fais un deuxième coucou en m'imaginant que la dernière fois, tu n'as pas vu mon coucou parce que tu as perdu ta maman. Voilà. Donc, en fait, tu prends ton axe d'empathie et tu le mets à 200. Parce que, tu vois, si je viens de perdre ma mère, tu comprends complètement qu'on peut avoir un truc entre nous et que tu n'aies pas répondu à mon premier coucou. On est d'accord. C'est une expérience. Hein. Et je fais un deuxième coucou. Et là, au bout d'un moment, enfin genre au bout de, je sais pas, quelques semaines et tout, si tu m'as jamais répondu, je te masque. C'est le nouveau mot que Grindr utilise. En vrai, l'ancien mot, c'est je te bloque. Mais l'idée, c'est simplement, moi, je considère que du coup, il n'y a pas de fit et que c'est pas grave. Mais du coup, au lieu d'avoir mon profil limité et tout, j'enlève ainsi. Ça fait pas mal de temps que je fais cette stratégie. Le deuxième coucou ne fonctionne pas. C'est-à-dire, c'est extrêmement rare, je vais être honnête. Franchement, ça m'est arrivé vraiment genre seulement 1 ou 2 fois que les gens... Alors, personne n'avait perdu sa maman, tant mieux. Mais que les gens fassent « Ah, je suis désolé, t'es trop cute, je suis trop content que tu m'aies relancé, je suis désolé, j'avais vraiment pas vu ton message. » C'est assez rare. Voilà. C'est quoi vos réactions à cette idée-là, à cette théorie-là? Eh ben, les gens se disent « On n'en a rien à foutre. » Quentin, on va essayer d'avoir quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Quentin et Laurie ont déjà parlé, mais c'est OK. Et ben du coup, Quentin. Oui, donc moi j'étais dans ceux qui attendent de se faire démarcher, et en fait c'est juste parce que j'ai eu tellement de non-réponses que j'ai plus la force, plus l'envie de faire cet acte de démarchage. OK. Moi, mon taux de réponse, il est extrêmement faible, mais les réponses sont très très qualitatives. Mais je veux reconnaître qu'en fait, dans mes privilèges, j'ai du temps pour faire ça. Mais en effet, le taux de réponse, il est extrêmement petit, ouais. Ouais, Laurie? Je sais plus qui. Quelqu'un a levé la main par là? J'ai à peu près la même stratégie. Et je pense que mon taux de réponse est encore plus faible. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que t'as aucune réponse qualitative? Oh, j'en ai 1 ou 2 par an, je pense, je dirais. Hein. Ok. C'est... Ouais. Et tu saurais pourquoi? Dans l'épisode 1, j'en discutais. T'es un homme racisé. Voilà, je suis un homme racisé. Je fais pas partie des gagnants. Je devrais peut-être mettre à jour mes photos. J'ai pris du muscle. Je pense que c'est ça. Ah ouais, ça va te faire gagner de la valeur. Moi, je disais, le premier pilier, c'était de remplir son profil de façon vulnérable et enjouée. Ça te parle ou pas? Parce que toi, il est un peu vide. Hein. Tu l'as vérifié? Non, c'est toi qui me l'as dit. Mais je peux si tu veux. Hein. Fais gaffe, on va ouvrir nos Alors j'ai vérifié parce qu'effectivement, je vais assez rarement sur mon propre profil. J'ai juste dit que je cherchais
en anglais d'ailleurs, que je cherchais aussi des personnes pour aller à la salle. Parce que j'ai essayé de dire que que je cherchais plus ou moins, enfin, du fun mais pas que j'étais un gamer un peu geek et que, enfin, venez me parler ou, enfin, ce genre de choses. Et bon, ça change pas grand chose. Du coup, je suis revenu au profil vide, peu ou prou, et enfin, j'ai rempli mes critères. Enfin, les critères, en tout cas, j'ai dit ma position, la taille de mon sexe et... Ah, t'as dit la taille de ton sexe? Bah, un truc comme ça. Alors, c'est peut-être masqué, en fait. Mais, non, mais... Je crois même que c'est masqué. Je l'ai rempli, mais je l'ai masqué. Ok. Moi, mon intuition, c'est mettons sur nos profils des trucs chou, chouettes, parce qu'en fait, les perles qui passent à côté de toi, elles peuvent pas connecter avec un profil vide. Donc moi, je te conseillerais de remettre le truc. Mon troisième pilier, c'est ramener dans la vraie vie. Je vous le donne et après on passe à quelqu'un d'autre. En gros, dès que j'ai une réponse positive, c'est soit visio ou café. Et en fait, les gens qui veulent pas, eh ben, il y a pas de problème, mais ça marchera pas. Mais en fait, pour avoir des liens qualitatifs, quelqu'un qui veut bien venir me sucer, mais pas prendre un café avec moi ou faire une visio, bah non en fait. Enfin, pour moi, c'est non et c'est une limite très claire. Enfin, je vais pas faire rentrer quelqu'un chez moi qui veut même pas me parler par visio. Sachant que maintenant sur Grindr, t'as une fonctionnalité gratuite d'une visio d'1 minute. Donc, t'as même pas besoin de me donner ton numéro de téléphone, quoi. Mais ça fait un tri pas mal. Voilà, je vous garde le quatrième pilier. Thibaut, t'as envie de dire un truc ou t'es juste en train d'étendre ton bras? Non. Alors, moi, c'est marrant le visio parce que vraiment, je pense qu'avec toute la volonté du monde, c'est un truc qui m'effraierait, quoi. Mais tu viendrais prendre un café avec moi? Ben même pas si j'ai envie d'être dans une logique de plan cul, tu vois. Ah, moi, je fais pas de plan cul direct, sans ça. D'accord. En fait, j'arrive pas à m'imaginer me connecter avec toi. Donc, si tu veux qu'on fasse un plan cul direct, ça me va. Mais la petite visio, genre en 2-3 trucs, moi, je sens les énergies. Et d'ailleurs, l'autre aussi, c'est pas très compliqué de sentir quelqu'un par visio. Et qui est suffisant pour se dire, bah viens, on fait un plan cul direct. Mais moi, et c'est vraiment une limite personnelle, mais moi, débarquer chez quelqu'un avec qui j'ai échangé seulement des écrits et duquel j'ai 3 photos... Mais j'ai fait ça tellement de fois. Ah ouais? Ah mais bien sûr. Et c'était bien? Pendant 10 ans. Bah oui, et surtout moi ce que j'écris dans le livre et ce que je préférais, c'était que apprendre à se rencontrer après. En fait, quasiment ce que j'aime c'est l'après, quoi. Quand la discussion sur l'oreiller, quand finalement le mec il part pas tout de suite ou que moi je pars pas tout de suite et qu'on commence à rigoler. Donc voilà, je trouve que imposer le café ou imposer le visio, pour moi ça limite, c'est peut-être déjà me fermer enfin moi je le vois comme peut-être me fermer une porte, mais après je comprends totalement, il y a ce côté aussi de tu peux t'assurer en fait que tu vas rencontrer une personne qui est pas décevante et mais avec qui j'ai une connexion, parce que moi je suis un peu sapiosexuel. Mais moi mon enjeu c'est pas de plaire à un maximum de gens sur Grindr comme on disait un peu à la fin du premier épisode. J'ai envie de connecter avec des gens avec qui on chante à peu près je chante pas très bien mais tu vois, on a un peu envie du même type de musique, quoi. Mais j'ai pas de jugement que la personne dise non, je veux pas ni faire de café ni faire de visio. Mais pour moi, l'enjeu de cet objet du diable, c'est de l'utiliser pour son potentiel de rencontre. Donc en fait, les paramètres que je viens de mettre en place, c'est pour simplement qu'il y ait des fits, qu'il y ait des connexions avec. Il y a ce que je peux connecter à ça, c'est aussi ce que dit Anthony Fouet dans sa thèse, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qu'il a interrogés qui finalement aiment Grindr pour la sérendipité des rencontres, c'est-à-dire qu'en gros, ce que tu préfères, c'est un peu le boy next door, c'est la rencontre que t'avais pas forcément prévue et qui est assez rapide et qui finalement devient un truc totalement génial. Enfin, tu vois, c'est presque ah bah finalement c'était. Il se trouve que j'ai fait une super bonne rencontre cet après-midi et que finalement c'était super, tu vois. Et il y a un peu, je pense, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer, c'est que je pense que tu as raison, ton pilier, c'est plutôt, en quelque sorte, se garantir d'avoir des mecs plaisants, souvent, tu vois, ou de temps en temps, mais 2-3 perles, comme tu dis, et ça, c'est vrai. Et je pense que, à l'inverse, beaucoup d'utilisateurs sont encore très attachés à cette
excitation de la découverte par sérendipité, quoi. Ouais. Tu vois, ce fantasme de tu connais pas et tu découvres sur le tas et finalement ça va bien se passer, quoi, tu vois. Ça répond à une question que tu posais à l'épisode précédent, c'est que je suis en rut, genre j'ai tellement chaud à la bite et je sais que c'est pas une IST parce que je fais une fois tous les 3 mois mes petits tests, hein. Je vous regarde là. Non, c'est vrai, tu vois, genre je suis super excité, je connais ces moments-là, je les ai et tout, et c'est ces moments où en fait c'est un peu n'importe qui passe. En fait, moi je les ai de moins en moins parce que avec cette petite stratégie, bah moi j'ai des amants réguliers et j'ai une vie sexuelle super nourrie, donc j'ai l'impression aussi moins besoin. Quand je suis sur Grindr, je suis moins en chien. Parce que je suis généralement nourri sexuellement, connecté avec des gens. Et aussi, ma petite stratégie, elle m'a montré des résultats. Le cerveau humain aime beaucoup ça. C'est-à-dire, ce que j'ai mis en place m'a déjà rétribué parce que j'ai des amants délicieux. Et on pourrait se poser la question, peut-être un jour, je quitterai Grindr parce que j'ai que des amants délicieux. Mais les amants délicieux, il peuvent leur arriver des choses. Ils partent en vacances. Ils meurent. Je dis ça juste pour faire rigoler. Il y a Thibaut qui est trop génial. Il rencontre quelqu'un. Hein. Et voilà, il rencontre quelqu'un. Enfin, en fait, on a tous, on est beaucoup, je pense. Et moi, j'ai pendant très longtemps, dans une longue période de célibat, j'avais ce truc de, je vais me trouver 2-3 plans cul réguliers et ça va être parfait. Parce que si j'en perds un, j'aurai toujours 2 autres, etc. Mais en fait, c'est très difficile d'instaurer ça dans le temps quand même. Hein. Enfin, dans ce cas-là, c'est du poly. Pourquoi ? Bah parce que je pense que les désirs sont mouvants. En fait, soit tu fixes ça et dans ce cas-là, c'est un peu du polyamour, tu vois. Non, pourquoi le rapport sexuel doit forcément être lié à une construction amoureuse ? Ou alors c'est du multi. Parce que je pense que tu dois quand même un peu. Il y a quand même un peu un contrat, tu vois. Tu dois quand même un petit peu t'entendre avec la personne pour te dire que tu vas la voir de manière un petit peu répétée et régulière, tu vois. Or, on est beaucoup dans l'implicite dans ces histoires de plan cul sur Grindr. Il y a un peu ce côté de vais-je le revoir, tu vois, même si c'est quelqu'un que tu vois pendant 4 mois, 6 mois, il peut rencontrer quelqu'un puis finalement ça s'arrête. Il peut y avoir comme tu dis, des aléas de vie. Moi je me souviens par exemple que j'avais un petit peu, à une période, un petit peu ce petit schéma-là comme ça. Et j'ai fait une dépression, ce qui arrive. Et ces mecs-là, je les ai tous perdus. Enfin, tu vois, ils sont passés à autre chose. Tu leur réécris au bout d'un moment, ils sont là, leur vie a évolué. Ils ont envie de voir d'autres personnes. Tu te lasses beaucoup plus vite aussi. Je trouve ça très dur, en fait, d'essayer d'instaurer un espèce de multi-partenariat avec 2-3 partenaires choisis, sexuels et amicaux, dans le temps, de manière implicite. Ok. Alors c'est sûr que une des clés de ma vie en général, c'est l'explicite. Ouais. Mais t'as raison, hein, en soi. Alors, mais pas le time en fait, pas le temps. Du coup, on communique. Donc moi, je trouve que le jeu sexuel et amoureux n'est pas à l'endroit de je sais pas trop si tu m'aimes bien et est-ce qu'on a envie Moi je suis là genre moi je t'apprécie, j'ai envie de te revoir, est-ce que tu as envie de me revoir? Et si la personne fait je sais pas, je suis ça veut dire non et c'est ok. Et je pense qu'il y a un truc vachement important qui nous ramène un peu à elle est où ma colonne vertébrale de santé mentale? Comment je navigue le rejet? Parce que c'est ça, l'explicite demande à l'autre, t'ouvre au rejet. C'est une histoire d'être mature et aligné avec son désir. Ce que je suis pas tout à fait. Je veux pas créer une image. Non mais l'est-on jamais vraiment, mais en tout cas on peut s'en rapprocher, quoi, tu vois. Et moi par contre j'aime bien ton deuxième pilier, le côté les messages, le deuxième message là. Les coucous. Les coucous. Ouais. En fait, je pense que oui, il y a une histoire de. On a beau tourner le problème dans tous les sens, l'histoire de messages, de réponses et de non-réponses, c'est vraiment une histoire d'autodiscipline parce que sinon on va pas y arriver, quoi. Je vois pas d'autres solutions en fait. Faut juste un peu sortir la tête et voir plus large. On est dans un contexte où si vous allez sur Tinder, vraiment personne ne se parle, mais vraiment, c'est-à-dire les matchs. Globalement, il n'y a personne qui se parle. On est dans un contexte où il y a des applis qui sont faites pour avoir un nombre limité de matchs par jour. Et si vous engagez pas une discussion, les profils sont supprimés. Donc il y a un problème aussi beaucoup plus général de comment on consomme ces produits. De la conversation à travers le numérique, tellement on est noyé par ces outils. On passe le micro à Adrien, s'il a toujours envie de parler, qui lève la main et qui est là.
Magnifique, l'équipe qui se mobilise. Adrien, sur ton petit post-it, tu poses la question dépendance affective ou véritable désir. T'as envie d'en dire deux trucs ? Ouais, en fait, moi je me suis rendu compte que le moment où j'ouvrais Grindr, c'était le moment à la fin d'une journée de boulot, à 19h, chez moi, et que j'associais ça souvent à une bière, une deuxième, une troisième, je tchatchais. Et je finissais genre à minuit, totalement bourré chez moi tout seul et rien du tout quoi, au final. Et en fait, bon maintenant j'ai arrêté l'alcool, donc j'ai pas ce problème-là de me retrouver tout seul à 22h, 23h tout seul. Mais en fait, pour moi, j'ai compris dans mon cerveau que j'ouvrais Grindr le moment où j'avais pas forcément conscience de ce qui m'arrivait, mais que j'avais une espèce de dépendance affective qu'il fallait que j'assouvisse, que j'associais forcément avec de l'alcool, parce que du coup ça me permettait de faire des blagues, d'être drôle avec plusieurs gars en même temps. Je tchatchais avec plusieurs gars, et ça me donnait une forme de confiance, et que évidemment c'était un rapport toxique déjà d'une à l'alcool, et de deux à cette dépendance, à cette application qui en fait finalement ne menait nulle part, parce que je me retrouvais seul à minuit chez moi et sans rien faire quoi. Et donc du coup la vraie question que maintenant j'essaie d'avoir, c'est de me dire, est-ce que ce qui était déjà un peu dit par Thibaut, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que je suis vraiment aligné avec mon désir, ou est-ce que je suis dans un système moi personnel de comment je vais dire de ça, fuite. De fuite et de détresse affective. Aujourd'hui, t'es sur Grindr encore ? Ouais, j'y suis, ouais. Ok. Et tu l'utilises, t'as testé différentes... quand tu ne l'utilises pas pour fuir un soir de solitude et de détresse, est-ce que tu t'es vu l'utiliser et faire des chouettes rencontres pour autant ? Je l'ai utilisé il y a pas très longtemps, je sais pas, en milieu d'après-midi, parce que je sortais d'un rendez-vous, et du coup je me suis dit tiens, je l'allume, alors que dans l'après-midi c'est vraiment un truc auquel j'y pense, j'ai pas du tout ce réflexe là. Et puis j'ai rencontré un gars qui m'a dit viens, passe chez moi. Ça s'est fait hyper spontanément comme ça, et c'était assez nouveau pour moi. Déjà d'une, parce que j'étais pas à 3 heures de chat, voilà, c'était en mode je suis chez moi, je suis dispo, viens si tu veux. Le mec je le connaissais pas du tout, hein. Ok. Donc ça c'était vraiment chouette, et je me suis dit oui tiens, il y a cette possibilité là. Et après j'ai senti qu'il y avait un petit crush, finalement ça s'est pas fait, enfin bref, mais peu importe. Mais en tout cas j'ai ouvert cette nouvelle possibilité là, cette nouvelle utilisation de Grindr, qui est de dire ok, on se rencontre vite, et pas des moments où je suis dans une détresse ou dans un truc affectif qui me plombe et qui me crée une dépendance et à l'appli et à des substances toxiques comme l'alcool. Enfin moi, le rapport que j'ai avec l'alcool, quoi. Et le moment où t'es sorti du rendez-vous, il a un joli profil, il a des jolies photos, j'imagine. Oui. Il te plaît ? Ouais. Et t'as envie de sexualité, ou même vous vous êtes dit que vous allez pas forcément avoir du sexe. Enfin, c'est quoi le contrat ? J'aime bien, Thibaut parle de contrat. C'est vrai qu'il y a un contrat plus ou moins explicite qui s'opère entre deux Grinderiens. Ouais. C'était quoi le vôtre ? Le contrat Grinderien était très clair. C'était de la sexualité. Il m'a dit tu rentres chez moi, la porte sera ouverte. Je serai à genoux. Enfin, il y avait un truc il y avait un script qui était déjà très établi, et que moi j'aimais bien, qui m'excitait, et du coup c'était ok. Ouais. Il y a eu des espèces de un weird réaction là de la foule qui a soufflé, qui a fait non, bon, c'est pas très cool. Oui, c'est, mais toi, ça t'excitait. Donc, du coup le contrat était très clair. Voilà, je pense qu'on l'a bien rempli, et lui et moi. Et après. C'était nourrissant. C'était ouais. Franchement, c'était pas volontaire. Ma question, c'était. J'ai chaud là. T'as chaud là, ouais. Ma question, c'était, tu sais, parfois, je peux avoir du sexe parce que je vais pas forcément très bien, je veux un peu remplir le vide, et c'est pas nourrissant dans le sens, j'en ressors un peu, certes vidé, mais aussi vide. Toi, t'es ressorti avec... Moi, j'étais content et j'avais envie de le revoir, donc je lui ai envoyé un petit message en disant c'est cool, peut-être je peux repasser à l'occasion, machin, quand tu veux. Et puis il m'a ghosté, et puis fin de l'histoire. Donc voilà. C'est-à-dire, il t'a bloqué, le compte a disparu. Notre conversation a disparu, quoi, deux jours après, quoi. Putain. Sans rien te dire. Sans rien me dire, évidemment. Quelle immense fatigue. Ah, c'est ouf. T'avais dit tout ce que t'avais envie de dire ?
Ouais, je crois que maintenant. Tu disais sur la question de du désir, de l'alignement du désir. Moi maintenant, je pense être plus. Ça correspond plus à mon état d'esprit, à mon état d'être, de rencontrer les gens en direct. Donc j'essaie de faire ça, mais c'est totalement un continent inexploré aujourd'hui et je sais pas du tout comment procéder. Donc j'essaie de voir des gens, d'aller en boîte, de voir des potes, de participer à des événements comme ça aussi maintenant. Et en fait, moi je sens que ça me correspond plus, même s'il y a moins d'accroche, moins de résultats, on va dire. Il y a quand même un endroit où je suis plus satisfait parce que je suis davantage satisfait parce que du coup j'ai l'impression de rencontrer des vrais gens et de pas être derrière un écran avec ma bouteille de bière et mon verre de vin et d'être totalement désespéré à 23h quoi. C'est la question de Clément qui dit est-ce qu'on peut cliquetis. La question de Clément qui dit est-ce que concrètement c'est quoi les alternatives? Est-ce que tu es à l'aise de partager un peu plus spécifiquement, même si ça va être très parisien? Toi quand tu dis je sors de Grindr, tu vas où? T'as dit en boîte? Ouais, je vais dans des boîtes gays, je vais sortir avec des copains, je fais une activité qui s'appelle du tantra, qui me permet de me reconnecter à mon corps, à mon désir, à d'autres hommes queer, gays, voilà. Là, je suis en train de me poser la question aussi de m'engager dans une asso LGBT à côté de chez moi. Génial, ouais. Enfin voilà, je suis dans une phase test, quoi. Ouais, super. Et ça marche bien? En boîte, ça a très très bien marché. J'ai rencontré. Et en fait, on se connaît. Mais j'ai le droit de dire qu'on se connaît. Bah oui, bien sûr. Mais je sais pas, on se parle comme si on se connaissait pas. Je lui dis ah merde, peut-être que je n'ai pas le droit de le dire. Non, pas du tout. Moi, je trouve que ça marche vachement bien ta stratégie. Bah, je sais pas, j'ai pas le recul, mais. Moi, je l'ai. Toi, tu l'as? Tant mieux, non, mais c'est à toi de l'évaluer. Ouais. Non, mais j'hésite, je tâtonne, j'ai l'impression de me planter, et de réussir certains trucs, mais voilà, non, ouais, je pense que ça marche globalement, ça marche bien. Ouais. Ouais, tu te sens en tout cas aligné avec ces essais. De ouf. En fait, je sens que l'endroit de mon désir de rencontrer des gens, il est rempli. Après, ce qui se passe, le résultat, la rencontre avec un mec, ou voilà, elle est autre chose. Mais en tout cas, moi, mon désir, il est écouté. Et ça, c'est, je pense, le truc le plus important. Super. Ouais, merci Adrien. Ouais, je voulais réagir parce que tu parles de dépendance affective. Moi, je te trouve très dur avec toi-même. En fait, c'est pas une dépendance affective, c'est une demande. C'est une demande d'affection. C'est une demande désespérée d'affection. Et merci beaucoup de parler de ça parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, mais qu'on est des tonnes et des tonnes de mecs à vraiment demander de l'affection. Et je pense que voilà, Grindr justement a vraiment fait son lit là-dessus sur notre sentiment de solitude, sur ces moments-là où on cherche un peu d'affection. Et peut-être que une des pistes que je vois, c'est que, à mon avis, c'est pas infaisable. Essayer d'identifier les moments où on est dans cette espèce de demande-là et essayer de réussir à se dire que c'est pas les moments où il faudrait aller sur Grindr, quoi. Tu vois ? Parce que c'est surtout des moments où tu sais pertinemment au fond de toi que tu vas pas rencontrer quelqu'un, que tu vas peut-être te sortir encore plus misérable d'avoir scrollé, tu te seras pris 2-3 rejets ou ghosting supplémentaires, tu vois, et c'est pas ouf. Et je suis ravi de savoir que tu essaies de faire autrement, et moi je trouve que c'est un peu ma quête personnelle aussi, c'est faire autrement, se risquer à prendre peut-être des râteaux, mais pas trop le prendre mal non plus, cultiver, tisser un réseau queer, des amitiés aussi qui sauvent de ce sentiment de solitude. Je pense que c'est ça qui fera que déjà on aura peut-être un rapport un peu moins tourmenté avec Grindr, quoi. Mais grave. Et comme je disais que je connais Adrien, ce petit chou, moi, ce qui change aussi vachement, c'est dans notre amitié et dans les amitiés queer que je peux bâtir, en fait, d'avoir des espaces où je dis, en fait, au lieu d'ouvrir Grindr, Instagram ou Netflix, d'ouvrir mon application de message pour dire à mes potes queer, je vais pas bien ou je me sens pas très bien, de verbaliser, en fait, ça change absolument tout. De pas être seul, en fait. Je trouve que dans les amitiés gays ou queer que j'ai, c'est qu'on est tous en chemin sur notre intime,
amoureux, sexuel. Et donc, on se pose tous plein de questions. On prend chacun des chemins différents. Mais en tout cas, je suis en sécurité de partager mes peurs, les rejets, les caps écrans de messages méchants. Et demander de l'affection, au contraire, c'est pas une dépendance ou rien. C'est pas un problème, c'est légitime. On est tous légitimement en droit de demander de l'affection. Et ça, faut jamais l'oublier, même quand on est sur Grindr. Ouais, bien sûr. Seb, si on passe le micro à Seb, ça sera le mot de la fin. Et donc, du coup, je vais donner mon 4e pilier parce que je me fais engueuler par des auditeurs qui font « Ouais, tu commences des listes, tu les finis pas. » Ils ont bien raison. C'est du teasing. C'est du teasing. Non, le 4e, mais là, je trouve qu'on en a dit plein trop chouettes. Franchement, le 5e, c'est quitter Grindr et faire tout ce que Adrien a dit qu'il fait. Mais le 4e sur Grindr, pour moi, la question clé qui est essentiel au moment où j'ai du lien avec quelqu'un, c'est de lui dire, et je sais pas d'ailleurs Adrien si dans ton anecdote tu l'as fait, mais moi je dis, si jamais on se rencontre et que finalement j'ai plus envie d'honorer le contrat tacite entre guillemets, si on se rend compte et que finalement il n'y a pas de désir sexuel entre nous, ou où on le sent pas, ou qu'on a envie d'autre chose de ce qu'on a peut-être dit ou pas, est-ce que c'est OK pour toi ? Et le oui à ça, pour moi, c'est jackpot. Et souvent, c'est des personnes trop chouettes et tout. Ça me met dans une situation de confort. Et le non à ça, génial, on va pas se rencontrer. Mais je trouve que de juste le verbaliser, de dire bah ouais, voyons-nous, viens. Mais si jamais ça change, est-ce que ça te va ? Et tu vois au type de réponse que tu as, c'est un feu vert ou un feu rouge, quoi. Je conseille vivement. Seb ? Oui, en fait, je voulais juste réagir à ce que Thibaut disait juste avant. Donc moi, mon expérience de Grindr, elle est toute... Enfin, je suis revenu sur Grindr il y a même pas un mois, hein, après une longue relation exclusive de 11 ans. Donc voilà, effectivement, ça a changé un peu, on l'a décrit, etc. Mais justement pour les raisons que tu... Pour les mauvaises raisons, et du coup ça a été un peu la douche froide en arrivant là-bas, parce que, bon, je vais pas faire le détail, mais je sors de cette relation avec une estime de moi un peu compliquée sur le plan sexuel, on va dire ça. Et quelque part, je me suis dit, t'y vas pour un mois, et tu vas voir qu'il y a plein de gars qui vont vouloir te rencontrer, ça va être super, etc. Et ben c'est pas exactement comme ça que ça se passe, et donc j'ai au contraire plongé plus, parce que Grindr c'est Grindr, quoi. Donc il faut être très proactif. Je pense que c'est vrai, il faut insister. Moi, ce qui était très difficile, c'était d'encaisser le ghosting, parce que je sais, pas de réponse est une réponse, je l'entends, mais en fait moi je l'entends pas du tout, parce que quelqu'un qui me tape dans la rue, qui me demande si j'ai une clope, je lui dis bonjour en premier, et je pense que c'est pas un effort, surtout qu'il y a des phrases préenregistrées. J'en ai une, je réponds à 100% des gens, il n'y en a pas un qui aura pas de réponse. Je dis merci, mais je ne donnerai pas suite, mais merci de m'avoir contacté. Ça va vite. Je me permets de m'inclure très rapidement. Il y a le ghosting, et dans ton livre, tu parles de l'orbiting, que j'ai trouvé super intéressant. Et en gros, le concept de l'orbiting, de façon orbite en anglais, c'est qu'en fait, la personne va plus ou moins engager et rester dans l'échange, mais sans jamais qu'il y ait une rencontre. Donc en fait, t'es mis à distance, il y a parfois des réponses où tu dis « Ah il y a peut-être moyen », mais en fait, il n'y a pas moyen, c'est l'horreur. Et elle revient de temps en temps aussi. Horreur. C'est un peu ça l'orbiting, c'est renvoyer des petits signaux de temps en temps, faibles, un tap ou quelque chose, mais finalement, il ne se passera jamais rien. Communication explicite, moi je dis « Je te trouve très jolie, si tu as envie qu'on parle, on se rencontre, on fait une visio, sinon je te répondrai pas », marche très bien. Je t'ai interrompu. Non, mais il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, en fait, je me suis rendu compte que alors, j'ai pas beaucoup de recul, 3 semaines, c'est pas bien long, mais je me rends compte que finalement, je réagis bien pire au fait qu'on me réponde pas du tout, où je me dis, en fait, j'existe même pas du tout, quoi, plutôt qu'on me dise, en fait, non, merci. Et ça m'apprend des choses aussi, mais quelque part, oui, je rejoins complètement ce que tu disais, je voulais juste merci. Réagir. C'est la fin de notre live, pardon. Je sais pas pourquoi je me suis mis à rigoler. La meilleure alternative, non, c'est pas la meilleure. Une des alternatives qui s'offre à tous les auditeurs, c'est de venir à une rencontre entre auditeurs, alternative à Grindr. Franchement, pourquoi pas. Il y a plein de gens qui sont venus, mais ouais, elles sont très cool ces rencontres. Il n'y a pas d'enregistrement, parce que je pense que les gens confondent live et rencontre. Même si, avant le live, on s'est un peu rencontrés. D'ailleurs, si vous avez pris un numéro ou s'il y a moyen de moyenner entre vous, je veux bien le savoir. Je suis curieux, j'ai le droit. Vous avez le droit de pas me le dire. Les rencontres, en fait, on a développé un petit jeu, des petites façons de briser la glace pour qu'on se parle entre nous et tout. C'est vachement sympa. Venez. On en organise plus à Paris, c'est simplement parce que c'est des auditeurs bénévoles et motivés qui lèvent la main et qui, hop, en organisent. Il en existe à Lille aussi.
Seb, qui est à Lille aussi, c'est toi qui les organises, non? Oui, enfin, je suis pas tout seul, mais Vous oui, êtes ça ensemble, fonctionne. ouais. Il y a 2 apéros, un apéro par semaine. Ouais. Genève, Lyon. Ah non, il n'y a personne à Lyon. Bon, je connais pas les villes, on s'en fout. Vous allez sur le site et c'est très cool. Merci Thibaut. Merci Guillaume et merci à tout le monde d'être venu, ça me fait très plaisir. C'était très cool, je suis très content de ce qu'on a produit ensemble. J'ai vraiment aimé ton livre. Et je le dis comme ça parce que je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment des trucs à apprendre sur Grindr, moi qui l'utilise autant? Et ben en fait, ouais. Et je vois Romaric qui est d'accord avec moi. En fait, ça décode tellement bien le système dans lequel je suis moi-même pris, qui me violente, même si j'essaye un peu de le dompter. Ça m'a vachement inspiré pour ma suite à moi, donc merci. Merci beaucoup. Lisez-le. Et bisous à tout le monde. Et il reste des délicieux gâteaux. Servez-vous, je ne veux pas les jeter, s'il vous plaît. Bravo! Ah non. C'est mieux, hein? Merci à vous. C'était super. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1. Viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit à 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.